j'ai quitté le Parlement européen il y a 10 ans. C'est pas donc tout simplement parce que je trouvais que c'était trop de travail. En particulier, c'est difficile de faire à la fois un travail de parlementaire européen de fond quand on est dans un groupe minoritaire écologiste et avoir sa responsabilité locale, sa vie de famille, ce genre de choses. Ça me paraissait intendable. Donc j'ai fait un break de 10 ans, j'ai fait autre chose, tout à fait important du côté de ma circonscription, enfin, et surtout du côté de mon agglomération. Et puis là, avec la possibilité pour la gauche de prendre l'Assemblée nationale, on m'a demandé de finaliser quelque chose que j'avais commencé à mettre en place il y a quelques années. J'avais mis en ballottage Valéry Giscard d'Estaing, donc j'ai mis dehors le fils. Voilà. C'est un petit peu cela, la motivation aussi. Elle est bien sûr au Parlement national, et elle est des hasards des circonscriptions. Alors ensuite, c'est vrai que faire vivre plus la réflexion sur l'Union européenne au sein du Parlement national, c'est un vrai défi et j'essaie de le relever le mieux que je peux. Mais c'est un vrai défi. Le travail de la Commission des affaires européennes est techniquement éreintant parce qu'il faut traduire en droit français les 1000 et quelques textes qui sortent de chaque année de l'Union européenne et vérifier que les lois françaises sont compatibles avec le droit européen. Donc c'est un travail qui peut paraître très technique. Alors ça c'est l'inconvénient, mais c'est incontournable. De toute façon, si ce sont des sujets très très techniques, ce sont les administrateurs qui le font. Si les sujets nous paraissent plus politiques, il y a à chaque fois des rapporteurs. Et la particularité de cette assemblée, de ce point de vue-là, on voit bien l'interface, si je veux dire, avec l'Union européenne, c'est qu'il y a toujours, contrairement aux autres commissions, un rapporteur de la majorité et un rapporteur de l'opposition qui travaillent ensemble. Donc ça c'est la culture européenne, donc, quelque part, qui se voit là. Et puis après, l'autre avantage, par certains parlementaires évoqué comme un inconvénient, c'est que nous n'avons pas, en tant que commission des affaires européennes, de proposition de loi à faire au niveau national. Mais par contre, nous pouvons inscrire un certain nombre de sujets au débat de l'Assemblée nationale, et c'est ce que j'essaie de faire depuis que je suis là systématiquement. Par exemple ? Alors, je vous prends l'exemple le plus emblématique pour moi, qui est à l'amorce du semestre européen. J'aimerais bien qu'un jour on abandonne d'ailleurs ce terme techno qui ne veut rien dire pour nos concitoyens. Donc, quand on prépare le budget de l'Union européenne, parce que c'est bien ça qui est question, Claude Bartolone, donc, sur ma proposition, a initié une table ronde où il y avait à la fois donc, les ministres concernés sur le sujet, il y en a, bien sûr, le Parlement dans son entièreté, un Sénat et Assemblée nationale, des parlementaires européens, et par exemple deux présidents de commission, Pervenche Berès, Alain Lamassoure, et puis les parlementaires et puis commissaires européens. Et puis tout le monde a débattu, discuté des orientations budgétaires et des choix qui risquaient d'être faits. On va refaire la même chose en juin. Donc, ça c'est typiquement quelque chose qui ne se faisait pas avant, puisque c'était une commande. Mais ça n'a été possible que parce qu'aussi le président actuel de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, est allant sur ce sujet-là, et on est d'accord. Alors, au niveau institutionnel, à mon avis, je suis d'accord avec vous, on a les outils, on essaie de les faire vivre politiquement. S'il y a plus de volonté politique, si en particulier, quand on met des débats européens à l'Assemblée nationale, elle n'est pas à 90% vide, c'est un petit peu ça le souci tout de suite, on a un petit peu imposé des débats. On va avoir une bonne expérience le 28 février, ou sur le juste échange, donc, qui est un sujet, me semble-t-il, qui à la fois concerne la Commission économique et la Commission des affaires européennes. Donc on travaille de plus en plus comme ça, l'initiative. La Commission des affaires européennes travaille avec la Commission permanente qui a un rapport thématique avec le sujet. Et du coup, on va avoir une audition, on va avoir donc en plénière un moment commun avec une résolution du Parlement national à prendre. On va voir combien il y aura de parlementaires dans l'Assemblée, à part ceux, bien sûr, qui interviennent. Alors c'est vrai sur beaucoup de sujets, mais sur les sujets européens qui sont quand même très transversaux, j'espère qu'il y aura à la fois tous les collègues de la Commission économique et tous les collègues de la Commission des affaires européennes. Ça ferait plus de 100 personnes dans l'Assemblée à ce moment-là.
c'est d'abord un problème de connaissance et de conscience. De connaissance, c'est clair. Donc le fait qu'on travaille comme ça, notre commission avec une autre commission, c'est une façon de faire passer la connaissance. Hein, sur la politique agricole commune, on va rendre bientôt notre copie. Moi, j'ai présidé un groupe de travail. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois co-présidé, puisque Jean-Ménard Pérouf avait la même responsabilité pour la commission des affaires économiques, et on a fait travailler tous les groupes parlementaires qui l'ont bien voulu ensemble. Donc, pas forcément par rapport à la PAC, donc beaucoup de collègues disent oui, ça existe, c'est important, il faut qu'on le garde, puis après ils n'en connaissent pas plus. On essaie de faire avancer le sujet comme ça, hein. Donc c'est une façon d'avancer. Après, sur le possible, le pas possible, prenons, puisque c'est une des propositions que nous avons votées à l'unanimité de l'Assemblée nationale, qui a été portée par notre collègue Christophe Carèche comme rapporteur, on s'appuie sur l'article 13 du traité, et on dit, puisqu'il faut mettre en place un conseil qui puisse effectivement représenter à la fois les parlementaires européens et les parlementaires nationaux par rapport justement au choix budgétaire, travaillons ensemble pour une bonne raison. Le Parlement européen, il peut débattre, comme la Commission, du budget, non seulement de l'Union, mais des États de l'Union. Mais il ne peut pas voter là-dessus. Il n'a pas le droit de vote. Il est consulté, c'est tout. Les parlements nationaux, État par État, ils ont le pouvoir puisqu'ils ont le droit de vote. Mais État par État, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la vision transversale. Travaillons ensemble, on devrait pouvoir s'enrichir les uns les autres et montrer que nous pourrions être complémentaires et non pas, ce qui est toujours la peur des uns et des autres, en débat, si je puis dire. Les députés allemands, eux, ils sont dans une constitution où le pouvoir législatif est à sa place. C'est-à-dire qu'il a effectivement autant de droits que le pouvoir exécutif. Nous sommes dans une constitution où le pouvoir législatif est au service d'abord de l'exécutif, a bien moins de rôle. Donc forcément, les Allemands, ils sont plus puissants. Hein. C'est sûr que les députés allemands sont plus puissants que les députés français, ils ont plus de droits. C'est tout bête. Hein. Mais ce qui m'agace dans cette affaire, c'est qu'il faut comparer ce qui est comparable. La France est un pays qui est encore extrêmement centralisateur, l'Allemagne est un pays totalement fédéral. Donc il faudrait que l'un et l'autre fassent des pas pour effectivement se rassembler. Il y a des leçons à prendre de l'Allemagne, mais il y a aussi des leçons à prendre de l'Espagne, il y a des leçons à prendre des pays nordiques, il y a des leçons à prendre des autres États de l'Union européenne, avec des fonctionnements qui sont souvent très contradictoires. Simplement, il ne faut pas se dire l'Union européenne, ça doit juste être la France en grand. Ça, c'est pas possible. Et ça, notre tendance centralisatrice, il pousse. C'est presque mécanique, c'est même pas de la volonté, c'est du mécanique. C'est pas tant ça, c'est que moi, j'ai pas l'impression que ce soit uniquement un problème institutionnel. C'est d'abord un problème institutionnel. La Constitution de la Ve République, c'est pratiquement une monarchie républicaine. Imaginons que, c'est pas forcément ce que je souhaite, hein, mais qu'on modifie le mode de scrutin et qu'on institue une proportionnelle totale. Oui. Les majorités ne seraient pas forcément les mêmes, et on aurait mais l'initiative des lois sera toujours aussi faible à l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale n'aura toujours pas plus de contrôle qu'elle en a sur l'exécutif. Elle contrôle l'exécutif à l'heure actuelle, mais elle est infiniment moins co-décisionnaire de ce qui se passe en France que l'est le Parlement allemand par rapport. Madame Merkel, elle ne peut rien faire tant que le Parlement, en tout cas le Bundestag, c'est différent, tant que le Bundestag n'a pas effectivement donné son accord. Nous, l'exécutif, il peut faire plein de choses sans que le Parlement ait donné son accord. Après, sur certains sujets fondamentaux, on retrouve des choses. Mais c'est ça. Alors, ensuite, le mode de scrutin en rajoute. Mais le mode de scrutin, il permettra simplement, au niveau de la France, une meilleure représentation de la diversité politique qui est celui de la France. Surtout, le problème, il est moins, il est à l'Assemblée nationale, mais il est ailleurs, c'est qu'il faut d'abord et avant tout qu'on re-questionne en France le scrutin uninominal, parce que le scrutin uninominal, il personnalise beaucoup trop de la représentation qui doit être d'abord sur du travail de législateur. Le scrutin national, à l'heure actuelle, il pousse, je vais être un petit peu caricatural, à être plus assistante sociale dans sa circonscription qu'un législateur sur le banc de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est une catastrophe.
dire, le débat il commence à avoir lieu. Il n'y avait pas lieu avant, il commence à avoir lieu. Je veux dire, on progresse. Là, hein, donc c'est pas au moment où on progresse où on va dire ça va pas. On va dire on s'appuie sur ce progrès pour essayer d'aller au progrès suivant. C'est plutôt ça. Et pour le coup, là, on est dans la tradition européenne un pas après l'autre. Hein. Donc ce mandat, effectivement, c'est le même problème, j'allais dire, qu'on a au niveau de l'Union européenne. Parce que si on prend quelque chose qui, paraît-il, va retrouver un petit peu de valeur, mais qui pendant longtemps a été un vrai débat, l'OMC, l'Europe, il parle d'une seule voix, c'est bien. Mais le Parlement européen n'est que consulté. Il n'a pas de mandat, il donne un mandat, et ce mandat n'est pas impératif. Donc on retrouve la même difficulté du Parlement européen que ce qu'on vient de dire du Parlement national. Après, on pourrait prendre aussi des exemples ailleurs. On n'arrête pas de reprocher plein de choses à l'Italie, il y a de quoi dire. Mais en même temps, quand le Parlement italien se dissout, quand il continue, et ça c'est un exercice sans doute assez sportif pour les députés, il continue quand même à assurer le quotidien, donc les parlementaires continuent à siéger jusqu'à ce qu'il y ait de nouveaux élus. Donc beaucoup d'entre eux sont à la fois obligés de siéger et de faire campagne, mais de ce point de vue-là, sur la continuité du législatif, c'est bien mieux que ce que nous faisons nous. Je sais oui, pas. on interrompt un moment. Bon. Eux, ils ne s'interrompent pas. C'est quand même bien plus correct. D'abord, nous avons bien travaillé en commun et que nous avons systématiquement fait du travail complémentaire. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pensé? D'abord, à cette réunion initiée par le Parlement européen, il y avait quand même un grand absent volontaire qui s'appelait le Bundestag. Le Bundestag estimant que le Parlement européen, ayant dit vous venez, on a fait le programme, n'ayant pas consulté les parlements nationaux, a fait l'abus de pouvoir en quelque sorte. Nous, on a trouvé, au moment où on veut travailler plus en complémentarité avec le Parlement européen, on trouve qu'il est plus malin et plus correct à la fois de répondre bonjour à leur invitation, d'être présent, d'être même très présent, parce que nous étions parmi les parlements nationaux les plus représentés en nombre d'individus, et puis symboliquement, c'est-à-dire que nous n'avions pas un ou deux députés X et un ou deux sénateurs X, nous avions deux présidents de commission, deux rapporteurs, donc des gens qui donnaient du sens à cette délégation. Travaillant en plus en parfaite harmonie, je pense que, et nous avons essayé d'expliquer à des parlementaires européens parfois extrêmement réticents sur le fait qu'on pourrait mieux travailler ensemble, le pourquoi, c'était peut-être pas plus mal d'essayer de travailler ensemble. Nous avons trouvé des alliés dans cette affaire, nous avons encore du monde à convaincre. Alors, c'est... oui et non. Et c'est pas parce que je suis normande. Alors, le côté oui, c'est d'évidence, puisque nous, notre commission s'est prononcée à l'unanimité, là aussi, pour soutenir le budget proposé par la Commission, c'est-à-dire celui qui est de plus de 1 000 € et que le Parlement européen avait approuvé. Donc, et qu'il trouvait même faible, il l'avait approuvé comme une négociation. Donc, de ce point de vue-là, déçu, oui. Déçu pourquoi? Parce qu'une fois de plus, l'impression qu'on a, et là aussi ça prouve que tant qu'on laisse que les exécutifs parler entre eux ou décider entre eux, c'est pas suffisant. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait du chacun pour soi. C'est-à-dire qu'ils ont fait un peu d'égoïsme national les uns et les autres. Et hier, on auditionnait à son retour, on auditionnait Bernard Cazeneuve, donc, le ministre en charge du dossier européen. Il y avait Alain Lamassoure, qui est le président donc, de la commission du budget du Parlement européen, qui disait oui, la France dit j'ai sauvé les meubles. C'est vrai, on a eu l'impression que les grands États voulaient sauver leurs meubles, ça c'est la France, ou voulaient rajouter dans leur égoïsme, ça c'est la Grande-Bretagne. Et que l'Allemagne, dans ce jeu-là, essayait de ne pas faire sortir la Grande-Bretagne et de ne pas trop déplaire à la France. Hein, pour une fois, Mme Merkel a été, me semble-t-il, dans une position assez désagréable pour elle. Mais le résultat des courses, c'est que les grands États, soit sauvent les meubles, soit disent on a gagné, mais qui va payer? Les petits États. Et de ce point de vue-là, c'est pas très solidarité européenne. Donc ça, c'est le côté
il aurait fallu mieux faire. Et au moins la flexibilité, la clause de revoyure ne ferme pas toutes les portes. Donc ça, heureusement. Et quelle est la meilleure réponse à ce qui vient de se passer là? À mon avis, ce sont les élections européennes en 2014. C'est le Parlement, parce qu'il y a de plus en plus de codécision, et puis le Parlement européen déjà maintenant. C'est-à-dire le Parlement européen, vous avez vu pratiquement toutes nuances confondues, en tout cas les grands groupes, sont vent debout contre ce qui s'est passé. C'est quand même la première fois, donc qui a été eurodéputé comme vous l'avez rappelé, que je vois les grands groupes du Parlement européen se mettre d'accord sous la huile du février. Alors après, du point de vue de la France, la France peut dire c'est pas à la hauteur du très beau discours qu'avait fait François Hollande 3 jours avant à Strasbourg, mais ça permet à la France de continuer à faire vivre deux choses qui lui paraissent importantes, les fonds de cohésion par rapport aux régions les plus défavorisées, et puis la politique agricole commune, puisque même si la PAC diminue globalement de 11%, la part française est à peu près préservée. Mais c'est de l'ordre du... on s'occupe des histoires de la France, et on se dit que, y compris par rapport aux plus pauvres, moi je trouve qu'on a plus souci à se faire, mais malgré tout on a sauvé les meubles, mais c'est pas être dans une dynamique suffisamment européenne. Et c'est pas de la faute des négociateurs, eux ils ont essayé de trouver le compromis. On est quand même aussi dans une logique de compromis, et entre les États, c'est pas facile. Donc tant que la partie législative de l'Europe n'est pas dans tout point aussi forte que la partie exécutive, on aura des compromis de cette sorte-là. Il n'est ni pire ni meilleur que bien d'autres. Si la question est une question européenne, on ne peut pas ne faire une initiative qu'en France. Elle peut partir de France, ça c'est très bien, mais il ne faut pas qu'elle reste qu'en France. Ça me paraît difficile. Si la compétence est nationale? Si la compétence est nationale, à ce moment-là, c'est par rapport au droit français, aux questions françaises. Et vous, quelle est votre position en tant que parlementaire français? Est-ce que vous avez plutôt un rejet de la démocratie directe ou parce qu'il y a clairement... C'est pas de la démocratie directe. La démocratie directe, c'est tout le monde se met sur l'agora. Depuis la Grèce, c'est difficile à faire, on est un peu nombreux. Si vous trouvez une assez grande place à Paris pour tenir toute la population française, vous la décrétez. Non. Aller dans un bureau de vote et voter. Non. Alors ça, c'est autre chose. Parce que moi, je suis pour un référendum d'initiative populaire, en me méfiant en même temps beaucoup des référendums. Parce qu'un référendum, souvent, ça s'appelle un plébiscite. Et un plébiscite, c'est tout sauf de la démocratie. C'est une récupération de la démocratie. Nos collègues de droite qui tout de suite voulaient faire du mariage pour tous un référendum, c'était une façon de contourner la démocratie. Vous savez bien comme moi, si on avait fait un référendum sur la peine de mort, on aurait toujours la peine de mort en France. Donc il faut le législateur, à un moment, faire son boulot. On ne lui laisse déjà pas assez faire en France. Alors ensuite, il faut qu'il entende les représentants des citoyens. Pour entendre les représentants des citoyens, les référendums d'initiative sont là pour ça. Mais il faut laisser au législateur un moment, j'allais dire pour moi, un référendum d'initiative populaire, c'est fait soit pour du très local, je suis contre un incinérateur, je suis un référendum d'initiative locale. Ça a du sens, c'est un sujet précis, c'est local. Et vous voyez d'ailleurs que chaque fois qu'on en fait un, il y a très peu de gens qui se déplacent. Très peu de gens. Parce que c'est ça la réalité aussi. Donc il faut d'abord redonner aux Français l'envie d'aller voter. Un référendum plus large sur une question précise, pour moi, à partir d'un certain nombre de signatures, et en vérifiant qu'elles ne soient pas en 4 ou en exemplaires, il faut que le Parlement dise « je m'empare du sujet puisqu'il y a assez de signataires », mais après c'est le législateur qui a décidé, lui, ce qu'il a fait. Sinon, ce n'est pas la peine d'élire des députés. Il faut trouver une assez grande place à Paris pour réunir tous les citoyens de la France. Et c'est pas facile. Bon, merci. Voilà. Le débat aurait pu être très vif, mais on n'a pas le temps. Oui, mais non, mais il faut faire attention.